Hommage ce mardi aux policiers juifs victimes des attentats de la semaine écoulée. Les cérémonies ont eu lieu simultanément à Paris et à Jérusalem. L'armée nigériane déterminée à combattre le groupe Boko Haram, elle n'entend concéder aucun pan du territoire aux terroristes. Expérimentation d'un nouveau traitement contre le virus Ebola au Libéria. 100 volontaires sont appelés à y prendre part. Voilà, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information. La France a donc rendu ce mardi un hommage solennel aux 3 policiers tués dans les attentats de la semaine écoulée. Présidée par François Hollande, la cérémonie a eu lieu à la préfecture de police de Paris. Le chef de l'État français a décoré à titre posthume les 3 policiers de la Légion d'honneur avant de leur rendre un hommage personnalisé devant leurs collègues et leurs familles. Parallèlement à Jérusalem, les 4 juifs tués vendredi à Paris recevaient les hommages de leur pays en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La France était représentée à cette cérémonie par la ministre Ségolène Royal. D'un hommage à un autre, hier 12 janvier, cela faisait 5 ans qu'un séisme dévastateur a ravagé Haïti, faisant des milliers de victimes. Le drame a été commémoré dans la sobriété lors d'une cérémonie présidée par le président Michel Martelly sur fond de crise politique. Les images. Elles étaient à l'honneur ce lundi à la place Saint-Christophe dans le nord de Port-au-Prince. Les victimes du séisme de 2010 ont reçu les hommages de la nation à la faveur d'une cérémonie officiée par des prêtres. C'était en présence du président Michel Martelly qui, en cette circonstance, a eu une pensée spéciale pour les secouristes haïtiens et les volontaires internationaux qui ont aidé à sauver des vies lors de la catastrophe. Pour le président haïtien, le pays est aujourd'hui prêt à faire face à d'autres catastrophes qui pourraient le frapper. En signe de deuil, les drapeaux ont été mis en berne et la journée du 12 janvier est décrétée journée de réflexion et de commémoration. Une journée cependant émaillée de quelques manifestations de rue, venues rappeler le malaise politique qui prévaut encore dans le pays, malgré la signature dimanche dernier d'un accord prévoyant la tenue d'élections avant la fin de l'année. Un accord jugé bienvenu pour une sortie de crise par l'Union européenne, mais qui, faute de quorum, n'a pu être validé lundi par le Parlement avant l'expiration du mandat des parlementaires. Ce qui laisse entrevoir que le président Martelly dirigera désormais le pays par décret. Des jours après la prise de la ville de Baga par Boko Haram, l'armée nigériane rend enfin le silence. À travers une conférence de presse, elle a indiqué ne pas être en mesure de confirmer le bilan de 2000 morts avancés après l'assaut de la dite ville. C'était également l'occasion pour les dirigeants de l'armée nigériane de réitérer leur détermination à ne concéder aucun pan du territoire national aux terroristes. Pour la toute première fois, depuis l'attaque meurtrière de Baga, ce carrefour commercial du nord-est du Nigeria, la Grande Muette, attendue sur sa probable nouvelle stratégie de défense contre les attaques récurrentes du groupe islamiste Boko Haram, s'est résolue à donner de la voix. Et pour porter le plus loin possible son message, la cible est toute trouvée. Les hommes de médias. D'après ce que nous avons pour l'instant, le nombre de morts dans cette attaque ne dépasse pas pour l'instant les 150 morts. L'armée n'a pas abandonné Baga ou toute autre zone où les terroristes sont présents. Les mesures appropriées, les hommes et les ressources nécessaires sont mobilisés pour gérer cette situation. Nous voulons rassurer les Nigériens qu'aucune partie de notre territoire ne sera concédée aux terroristes. That no portion of Nigeria's territory has been or will be considered to terrorists. L'armée nigériane a par ailleurs appelé à une coopération internationale face à Boko Haram
après sa vaste offensive dans le nord-est, une attaque décrite par certaines sources comme étant la plus meurtrière en 5 années d'insurrection. L'attaque de Baga aurait à elle seule provoqué la fuite de près de 20 000 personnes. Au moins 16 villes et villages de la zone ont entièrement été rasés. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qui le maintenait en détention à l'hôpital. Cette décision a été prise après l'annulation ce mardi même par la Cour de cassation d'une précédente condamnation à 3 ans de prison. En novembre dernier, un tribunal avait déjà abandonné en appel les accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance, mais l'ex-Raïs, qui avait démissionné en février 2011 à l'issue d'une révolte populaire après 30 années au pouvoir, restait en détention dans un hôpital militaire du Caire dans le cadre de son procès pour corruption. Aucune source judiciaire officielle n'a indiqué ce mardi si cette décision de la Cour de cassation impliquait que Moubarak était libre, mais son avocat Farid Al-Dib a assuré cependant que c'était le cas car son client a déjà purgé sa peine de 3 ans de prison selon lui. Âgé de 86 ans et la santé défaillante, Hosni Moubarak est actuellement en détention dans un hôpital militaire du Caire. Toutefois, dans le procès pour complicité de meurtre de manifestants en janvier 2011, pour lequel un tribunal chargé de le rejuger avait abandonné les accusations en novembre, le procureur général avait annoncé le 2 décembre dernier qu'il faisait appel de ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle doit statuer en ordonnant un nouveau procès là aussi ou en confirmant l'abandon des poursuites. C'est dans ce contexte que ce mardi, le président de la Cour a annoncé l'annulation du jugement d'un tribunal qui avait condamné Moubarak à 3 ans de prison en mai 2011 pour le détournement de plus de 10 millions d'euros d'argent public dans des travaux de rénovation de ses palais présidentiels. Le haut magistrat a également annoncé qu'il serait rejugé dans cette affaire sans plus de détails sur son statut de détenu. La plus haute juridiction égyptienne a également annulé mardi la condamnation à 4 ans de prison de ses 2 fils, Allah et Gamal Moubarak, dans la même affaire de détournement. Direction maintenant le Mozambique où le nouveau Parlement a été investi hier lundi. La cérémonie a été boycottée par la Renamo. Elle s'est déroulée donc en l'absence de la totalité des 89 élus de ce principal parti d'opposition et a par ailleurs connu la réélection de la présidente du Parlement. La Renamo, principal parti d'opposition de Mozambique, a boycotté ce lundi l'investiture du nouveau Parlement alors que son leader, Afonso Dhlakama, conteste toujours les résultats et menace de créer une république autonome dans le centre et le nord du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de 159 députés sur 250 élus au scrutin d'octobre dernier. La totalité des 89 élus Renamo étaient absents. Ce boycott n'a pas empêché Véronica Macamo de Frelimo d'être réélue présidente de l'Assemblée. Une réélection avec 142 voix et 17 blancs émanant vraisemblablement des élus du mouvement démocratique du Mozambique, une autre formation d'opposition qui a obtenu 17 sièges. La semaine dernière, Afonso Dhlakama avait appelé au boycott de la nouvelle Assemblée, réclamant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale suite aux élections présidentielles et législatives du 15 octobre, truquées selon lui. D'après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a remporté les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, conservant la majorité à l'Assemblée nationale avec 144 sièges sur 250. La Renamo, après une campagne de dernière minute et 2 années de rébellion armée dans le centre du pays, s'est cependant refait une santé, passant de 51 députés à 89. Jeudi, le nouveau président du Mozambique, Felipe Nyusi, ministre de la Défense depuis 2008 et élu avec 57% des voix en octobre, doit prêter serment. Un mot de santé à présent, expérimentation d'un nouveau traitement contre le virus Ebola. Un centre de Médecins sans frontières au Libéria abrite l'opération depuis le 2 janvier dernier. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. Pour la 2e fois depuis l'émergence du virus Ebola, un traitement est administré à titre expérimental à des malades.
Des essais cliniques d'un nouveau traitement d'Ebola ont démarré dans une unité de soins dirigée par l'ONG Médecins sans frontières dans la capitale libérienne Monrovia. L'essai clinique d'un possible traitement pour Ebola qui a commencé à Elwa vise à déterminer la tolérance et l'efficacité contre Ebola du bronchidoforvir, un antiviral. Médecins sans frontières espère que le traitement augmentera les chances de survie des patients, ce qui pour l'instant n'est pas démontré. Tous les nouveaux patients dont les tests sanguins confirmeront une infection par le virus Ebola pourront être inclus dans l'essai après l'obtention d'un consentement éclairé. Ceux qui ne souhaiteront pas participer à l'essai vont recevoir les mêmes soins, mais pas le médicament à l'étude. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. S'ils ne veulent pas participer, ils reçoivent les soins classiques, des fluides par perfusion ou par voie orale et des antidouleurs dont ils ont besoin. Des choses qui aident contre la fièvre, la maladie, la diarrhée et évidemment contre la grippe. S'ils décident de participer, ils reçoivent en plus le traitement. L'efficacité du médicament sera évaluée en comparant l'évolution de l'état de santé des patients avec celle des patients pris en charge ces derniers mois à Elwa 3. Nous conduisons l'essai clinique de manière à ce qu'à chaque fois qu'un patient termine l'essai clinique, on examine les résultats. Le plus important, c'est de déterminer si la survie est plus importante avec le traitement ou la même qu'avec les soins classiques. D'après le coordinateur de Médecins sans frontières au Libéria, une fois que l'efficacité du nouveau traitement sera prouvée, il sera distribué dans les autres unités de traitement dans le pays. Ceci conformément à des recommandations de l'université d'Oxford et des concertations avec le gouvernement libérien. Le dernier rapport de l'OMS estime le nombre de décès par le virus Ebola à 8 235 sur un total de 20 747 personnes atteintes. Et maintenant, feuilletons ensemble les journaux parus ce mardi. Voici la revue de presse, une signature de Emmanuel Crépy. L'attaque perpétrée par la secte islamiste Boko Haram contre une base de l'armée camerounaise à Kolofata n'est pas passée inaperçue à travers certains quotidiens parus sur le continent africain ce mardi. Selon un communiqué rendu public par le gouvernement, rapporte le quotidien de l'économie, le bilan de cette attaque qui a duré plus de 6 heures fait état de 143 morts du côté de la secte islamiste. Le journal camerounais quotidien Émergence ajoute pour sa part qu'un soldat de l'armée camerounaise a été également tué lors de l'attaque. Le Jour, en ce qui le concerne, rapporte que les terroristes avaient en leur possession 1 ou 2 chars à chenilles, mais sous le feu des soldats camerounais, ils ont abandonné 8 fusils d'assaut et un important matériel de guerre. Ce n'est pas la première fois que Boko Haram attaque cette localité du Cameroun, rappelle le tabloïd. La première attaque à Kolofata a eu lieu le 27 juillet 2014 à la résidence du vice-premier ministre Amadou Ali, une attaque au cours de laquelle les terroristes avaient pris de nombreux otages, au nombre desquels l'épouse du vice-premier ministre et le maire de la localité. Mais le Cameroun parvient à les libérer, écrit le Jour. Jeune Afrique qui relève l'inquiétude des autorités et populations voisines fait savoir que Boko Haram ne cesse d'élargir son territoire dans le nord-est du Nigeria, mais il est également très actif sur les zones frontalières avec le Cameroun et le Niger, pendant que le Tchad voit également ses actions se rapprocher dangereusement de son territoire. En République démocratique du Congo, l'examen du projet de loi controversé modifiant l'actuelle loi électorale a débuté lundi au Palais du Peuple dans une ambiance houleuse. Le Phare nous informe de ce que la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à ce sujet a connu pendant plus d'1 heure une forte animation provoquée par des coups de sifflet et chants en provenance du camp des députés de l'opposition. Mais la majorité présidentielle, à en croire le potentiel, a fait la sourde oreille aux coups de sifflet et engueulades utilisés par l'opposition pour faire échec à l'examen du projet de loi électoral. En véritable kamikaze, poursuit le quotidien congolais d'information, elle a mis le turbo pour faire passer la modification proposée par le gouvernement.
ce qui permet au Forum des As d'afficher en titre que la majorité signe sa victoire sur l'opposition. Ce qui divise les deux camps, c'est Jeune Afrique qui l'explique sur la toile. Le journal panafricain souligne que le nouveau projet de loi déposé par le gouvernement congolais prévoit que la liste électorale pour les prochaines élections en RDC doit être actualisée en tenant compte de l'évolution des données démographiques. Autrement dit, le recensement devient préalable à l'organisation des prochains scrutins. Et dans un pays de plus de 2 345 000 km², où on ne saurait prétendre à une capacité d'organiser un recensement en moins d'une année, Jeune Afrique se demande si ce projet de loi n'est pas une stratégie pour retarder le processus électoral et prolonger de fait le mandat du président Joseph Kabila au-delà de 2016. En tout cas, la question demeure posée. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.